Un podcast Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. La guerre en Ukraine étant dans la plupart des esprits européens, on peut sans trop s'avancer imaginer que les questions et les craintes qu'elle charrie vont se substituer au thème de campagne attendu de la toute proche élection présidentielle en France. Pour pas mal de sujets qu'on pensait voir figurer au premier rang, comme l'hôpital public, l'éducation ou le pouvoir d'achat, c'est une occasion qui risque fort d'être manquée. Et pour les autres sujets, ceux qui de toute façon avaient de grandes chances de passer, quoi qu'il arrive, au second plan, voire aux oubliettes, ça ne changera pas grand-chose. Par exemple, pas du tout au hasard, on peut là encore sans trop s'avancer imaginer que la question de l'encadrement ou de la légalisation du cannabis n'occupera qu'une portion excessivement modeste des débats. C'est pourtant, on le sait depuis longtemps, un sujet de société majeur à bien des égards. Un sujet dont les conséquences prennent parfois des allures inattendues, comme lorsqu'elles viennent rebattre les cartes des rapports entre les avocats et leurs clients vivant du trafic de stupes. C'est cette recomposition des liens très spécifiques qui lient ces deux mondes, celui de la criminalité et celui de la justice, qu'Olivia Muller vous propose d'explorer le temps de 2 épisodes, réalisés par Adèle Itel El-Madani, dont voici le premier. Bienvenue dans Programme B. Dans les banlieues, aux 4 coins des Tours de France, dans les campagnes, au cœur de la capitale, mais aussi évidemment sur les réseaux sociaux, le trafic de stupéfiants explose. Aujourd'hui, on deal de plus en plus jeunes des drogues de plus en plus fortes. Dans les cités, les grands frères, qu'ils soient rangés des camions ou non, dressent un constat quasi unanime. Le deal est de plus en plus violent. C'est un monde de chiens, ou de loups, disent-ils, où règne l'ultra-violence. Résultat, les prisons sont surpeuplées de trafiquants, des hommes à plus de 90%. Aux côtés de ces dealers, en fidèle et indéfectible soutien, des avocats. Fins connaisseurs du stup et du grand banditisme, maîtres du code pénal et de ses procédures, ils sont des alliés de la première heure. Oui mais, dans les couloirs du palais, la fatigue plane. Un épuisement qui frôle même, pour certains, la crise de nerfs. Pourquoi ne supportent-ils plus leurs clients ? Quelles sont les causes et les enjeux de la transformation de cette relation ? Concrètement, que se passe-t-il dans les bureaux des maîtres du barreau ? Pour en parler, 4 avocats pénalistes. De Paris à Toulouse, ils sont des figures et des maîtres de la plaidoirie. Surplombant la gare Saint-Lazare, dans son cabinet haut perché, maître Alexandre Sargologo nous reçoit. Carrure large et voix profonde, il hésite à prendre la parole sur ce sujet. C'est chaud, c'est tabou, on n'en parle pas, dit-il. Finalement, il se lance. Alors, j'ai été collaborateur dans les plus grands pénalistes sur la place de Paris, Pierre-Eric, qui a été un patron absolument formidable. Et il se trouve que sa clientèle était à l'époque essentiellement le grand banditisme qui malheureusement aujourd'hui n'existe pas. Alors je sais que je peux choquer en disant malheureusement, mais bon, il y avait quand même un certain nombre de règles et puis surtout un respect pour l'avocat qui semble, en tout cas dans la toute dernière génération, avoir disparu. Alors justement, ces règles, ces valeurs, quelles étaient-elles ? De la politesse, pas d'agressivité vis-à-vis de son conseil. On voyait le conseil ou son avocat comme un allié, quelqu'un qui était là pour vous aider. Et on avait une obligation de moyens. Et ça a vraiment son importance parce qu'on mettait en œuvre donc tous les moyens pour les défendre et essayer d'obtenir le meilleur des résultats. Et à partir du moment où la justice, dans ses décisions, s'est durcie, et elle s'est durcie, cette obligation de moyens s'est transformée en obligation de résultat. Alors, moi j'ai souvenir sur le mode de fonctionnement des trafiquants. Alors, je dis à l'ancienne, en tout cas ceux que j'ai rencontrés au tout début de ma carrière. D'abord, il y avait quand même cette idée d'une certaine discrétion, et puis d'un rapport aussi au trafic. J'ai un certain nombre de clients qui clairement faisaient du trafic de stupéfiants pour faire tourner la famille. Ils accompagnent leurs gamins à l'école le matin. Bon, ces gens-là ont compris que ce qu'il faut, c'est se fondre clairement dans la société pour ne pas attirer l'attention, sans se retrouver en prison. Aujourd'hui, on a l'impression que la case prison, elle est presque recherchée par le trafiquant, plus que le bénéfice initial.
Alors justement, les trafiquants, on ne les entend pas ou peu. En 2019, j'étais allée en rencontrer quelques-uns à Paris et en banlieue avec une question précise. Que deviendrez-vous si on légalise le cannabis ? L'occasion, évidemment, d'étendre la conversation et de questionner leur quotidien. C'était diffusé dans Programme B, dans une émission intitulée « Cannabis, le no deal ». Et aujourd'hui, on en rediffuse quelques extraits. Là, en ce moment, je vais voir mes clients avec, pas un gilet jaune, mais un gilet orange. Je sais pas si vous l'avez vu dans mon pare-brise. Et pourquoi tu mets un gilet orange ? Parce qu'avec mon camion, en ce moment, je fais des livraisons. En gros, quand je descends pour aller voir un client, je mets mon camion en warning, je descends avec mon gilet orange. Personne va avoir un soupçon, quoi. Bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il fait pour s'en sortir. À la longue, c'est pas un plaisir. Je suis Lee Takemit, je suis avocat pénaliste, inscrit au barreau de Paris. Depuis 16 ans, je fais ce métier maintenant. Alors, je suis issu d'un milieu que je dirais middle class, c'est-à-dire que mon père travaillait comme éducateur spécialisé, ma mère comme infirmière, puis infirmière psy. Je suis issu d'une fratrie de 5 enfants. Et moi, là où je voulais aller, c'était dans ce métier, devenir avocat, faire du droit pénal, défendre des gens, voilà. Qu'est-ce que vous observez justement chez ces jeunes trafiquants ? J'observe des comportements qui sont quasiment suicidaires. Un jeune dont localement on sait qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas d'activité légale et qui va présenter tous les signes extérieurs de richesse qu'on peut imaginer. Ça va aller des vêtements, en passant par les voitures, en passant par le train de vie en boîte de nuit. Évidemment qu'à un moment ou à un autre, ça va éveiller les soupçons. Et ça, c'est des choses qui semblent complètement échapper à la plupart. Je dis bien la plupart parce que, fort heureusement, on arrive de temps en temps à rencontrer des gens qui sont moins bêtes que cela, quoi. Mais ça, par contre, oui, ça ne manque pas de nous étonner, nous professionnels, de voir que ça rentre pas. C'est-à-dire que le désir est plus fort, sans doute un désir d'extraction sociale, de montrer qu'on a réussi. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est quelque chose qui précipite assez rapidement leur trépas en général et qui les conduit en prison. Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur expliquez ? Ils rigolent, ils sont d'une inconséquence folle. Alors, bon, ça passe avec l'âge, mais vraiment, les petits jeunes, ceux que j'appelle les petits jeunes, vous savez, ils ont 17, 18, 20, 22. C'est vraiment ça, c'est l'inconséquence. Donc, les premières fois, ils vont chuter pour quelques mois en prison, et donc, ils vont continuer de rouler des mécaniques. Bon, quand d'autorité, on commence à tabler sur des peines à 5, 6, 8 ans, bon, le discours change et on retombe plus sur le trafiquant qui riait hier et qui pleure aujourd'hui. Christian Ettelin, je suis avocat à Toulouse depuis 1978. Christian Ettelin a défendu des milliers de délinquants, petits et grands. Des trafiquants donc, il en connaît des tas. Du chouf, guetteur aux grossistes, il les défend tous depuis des années. Ancien professeur de philo, figure locale et avocat puissant, il continue de penser nuit et jour la défense des plus démunis. Sensible, solide et humaniste, il nous dit, lui, ce qu'il en pense. Évidemment, pour l'avocat, ça devient de moins en moins intéressant parce qu'effectivement, on est en face de personnes qui ne sont intéressées évidemment que par l'argent. C'est une mafia qui s'est organisée et la puissance conférée par l'argent à l'individu qui en possède et qui se croit hyper puissant, qui devient hyper puissant. L'impuissant devient puissant grâce à l'argent et il est l'argent. Alors il impose sa volonté et l'avocat ne devient qu'un sous-fifre qui doit exécuter ce qu'il souhaite et l'avocat peut rendre des services par la connaissance qu'il a du dossier et celui qui paie estime qu'il peut exiger tout de l'avocat qui n'est qu'un sous-fifre par rapport à sa puissance financière. C'est devenu de plus en plus le domaine de malfaiteurs chevronnés qui exercent la concurrence dans le trafic de stupéfiants de façon hyper violente. C'est le capitalisme sauvage. Moi, souvent, je plaide pour ceux qui sont le lumpen. Le lumpen prolétariat est un terme marxiste. Il désigne, en gros, le sous-prolétariat. C'est-à-dire ceux qui sont sans argent, sans famille presque, et qui vivent de ça, hein, mais au jour le jour, et qui vivent à peu près du SMIC, quoi, et qui sont employés par les autres, et qui doivent marcher droit, et qui, s'ils ne font pas le chiffre, ramassent des roustes, etc. Bon, moi je défends souvent ceux-là,
et c'est leur trajectoire sociale qui m'intéresse. Après les autres, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont des commerçants, ce sont des gens qui n'aiment que le fric, qui ne cherchent que le fric et qui usent de procéder par la violence pour s'établir dans la concurrence et superviser le travail de ceux qu'ils ont embauchés. Bon, il nous arrive aussi de plaider pour ces gens-là. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment que l'avocat a une conscience quand même. Il ne peut qu'être écœuré et vouloir s'éloigner de ce type de clientèle parce qu'on ne peut pas exercer son métier normalement, dans des conditions déontologiques normales, à partir du moment où vous avez affaire à des gens qui vous prennent pour quelqu'un qui doit absolument faire ce qu'ils exigent de faire pour vous. Et ça, c'est nouveau. Oui, parce qu'il y a un énorme marché, et puis il y a beaucoup d'argent, il y a une économie très importante qui est en cause, qui fonctionne. Et vraiment, c'est un dieu, c'est une divinité, l'argent, quoi. Perdent complètement le sens de la réalité. C'est même pas le sens de l'argent, parce que la plupart n'ont pas suffisamment d'argent pour flamber très très longtemps. C'est juste une perte de sens des réalités, des repères, des codes moraux, sociaux, etc. Mais par contre, au niveau collectif, au niveau de la société française, oui, c'est une faillite. Comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à endiguer un phénomène qui est un phénomène important, c'est pas si isolé que ça, qui fait que voilà, les repères aujourd'hui, les codes, c'est vite se payer quelque chose qui va être vu par les autres comme un signe de réussite sociale, un téléphone qui coûte. Bon, après, ça fait peut-être vieux con, moi je peux l'entendre, hein. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même des signes d'une évolution de société et que peut-être il y aurait des choses à faire pour lutter contre ça. Après, c'est des mecs aussi, ils font plus dans leur quartier, en termes de prévention, d'emploi et tout ça, que toutes les mesures sociales que les politiciens peuvent faire à l'Assemblée nationale. Quand ils se posent, ils disent oui, on va mettre 50 millions d'euros pour les quartiers, mais 50 millions, on les voit même pas, bande de trimards. Je veux dire, un mec, il a un terrain, il embauche un petit, il va lui donner 110 euros tous les jours. À la fin de la semaine, ça va faire 770 euros. Il va rentrer chez lui avec une semaine, déjà, il aura payé le loyer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en termes de mesures sociales, il aura plus fait que tous les fous à l'Assemblée nationale qui viennent, qui disent oui, on va donner 50 millions d'euros. Arrêtez vos conneries, tu vois. La rentabilité du trafic de stupes est énorme. Et c'est aussi un des effets pervers de la sécurisation des banques. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pratiquement plus de braqueurs. Tout est tellement sécurisé que plus personne s'attaque aux banques. Donc l'argent, on va aller le chercher là où il se trouve. Et à partir du moment où vous avez une rentabilité qui est de 1 sur 10 ou de 1 sur 20, aller expliquer encore une fois à un jeune que en vendant du shit, en vendant de la coke en une journée, il est capable de se faire 1000 euros, qu'il vaut mieux qu'il aille travailler en tant qu'ouvrier et gagner le SMIC. Qu'avez-vous appris auprès des trafiquants de stupéfiants en 30 ans de carrière? Rien. J'apprends rien du trafic de stupes. Nous, on est là pour les représenter devant les tribunaux à partir du moment où ils se sont fait attraper. Donc, on constate une évolution, on constate que quelque chose qui était réservé à une certaine frange de la population, qui était un peu méprisé par le milieu de l'époque, aujourd'hui est disponible au premier venu. C'est ça la différence que je constate. C'est-à-dire que maintenant, plus personne va construire sa carrière de délinquant, si je puis m'exprimer ainsi. On va tout de suite attaquer par le haut du panier, à savoir le trafic de stupes. Clairement, en matière de trafic de stupes, il y aurait un avant et un après. Mais n'est-ce pas un grand classique, dans le grand banditisme, de dire que c'était mieux avant ? N'y aurait-il pas tout bêtement un fossé générationnel entre les jeunes trafiquants et leurs avocats ? Alors, le gap générationnel, je veux bien y croire. C'est pour ça que c'est bien de poser la question à plusieurs personnes. Moi, je suis peut-être dans une phase, aujourd'hui j'ai 41 ans, où, pas seulement pour le boulot, mais de manière générale, je peux avoir tendance à commencer à penser que c'était mieux avant. Bon,
Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des marqueurs. Et ces marqueurs-là, on ne peut pas les mépriser. Ils existent. On a parlé tout à l'heure de la relation avocat-client. On a des confrères, notamment de jeunes confrères, qui ont de vraies difficultés à intervenir sur ces dossiers, même sur les petits dossiers de trafic de stupéfiants, parce que, à la moindre sortie de garde à vue, ils vont être assaillis par 5-6 jeunes qui vont exiger d'obtenir des informations, qui vont exiger que l'on fasse remonter des informations, c'est-à-dire que l'avocat fasse dire à la personne gardée à vue des choses, etc. Ce qu'aucun avocat sérieux ne peut accepter, mais ce que, malheureusement, beaucoup d'avocats qui sont pourtant sérieux sont contraints d'accepter parce qu'il y a des menaces physiques, il y a des menaces de violence, etc. C'est ça le vrai drame du changement. Et que oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand un avocat pouvait, sans aucune crainte pour sa sécurité, faire son boulot et puis poser des limites avec des gens qui les acceptaient parce qu'ils étaient suffisamment éduqués pour comprendre que ces limites, elles s'imposent à tous. Le grand classique, vous avez un petit trafiquant ou un gros trafiquant qui est en garde à vue. En général, il peut y avoir soit du produit stupéfiant caché à tel endroit, soit de l'argent caché à tel endroit, soit des choses à faire bouger d'un endroit à un autre. Et donc, très régulièrement, vous avez cette personne qui est placée en garde à vue et qui n'a comme seul contact avec l'extérieur, de façon en tout cas confidentielle, que son avocat. Et donc, évidemment qu'on est sollicité assez régulièrement et que les gens nous disent il faudrait pouvoir faire le nettoyage à tel endroit, il faudrait pouvoir faire ci. Il n'y a rien de tabou à dire cela, c'est une évidence, c'est l'enfance de l'art. Sauf que l'enfance de l'art veut également que l'avocat dise « Non mais monsieur, vous vous trompez complètement, moi je suis pas complice de votre trafic, je suis là pour vous défendre, débrouillez-vous pour faire passer les infos que vous voulez avec vos moyens, mais moi je mange pas de ce pain-là. » Et tous les avocats disent ça, évidemment tous les avocats disent cela, et en général ça s'arrête là. Sauf que, ce qui émerge depuis quelques années, c'est que, soit directement pendant la garde à vue, l'avocat va se faire engueuler, pour parler clair, soit en sortant de garde à vue, il va être cueilli par les amis de celui qui est en garde à vue et qui vont lui expliquer que, alors, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il faut qu'on nettoie quelque chose, est-ce qu'il faut qu'on bouge une bagnole, est-ce qu'il faut qu'on fasse ci. Encore une fois, il suffit de dire, mais attendez, n'imaginez pas quoi que ce soit qui puisse être de ma part une sorte de complicité avec votre truc, je suis pas là pour ça. Et dire cela, clairement, il y a 20 ans en arrière, ça suffisait à ce que le débat, qui n'aurait même pas d'ailleurs été mis sur le tapis, ça va même plus loin. Ils osaient même pas vous demander un truc comme ça. Mais aujourd'hui, ils osent tout. Alors moi, je les traite d'abord par le rire, puis par le mépris, et puis ça suffit, en leur expliquant qu'ils sont vraiment perchés. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'ils sont plus dans la réalité. Venir me voir et me demander combien je prends pour rentrer un téléphone en détention, c'est être hors de la réalité. Donc voilà, c'est ces problèmes-là qui me paraissent moi aujourd'hui les plus difficultueux. Tout ça, c'est vraiment ennuyeux, et puis parfois, ça va très loin.